Bonne chance. Et si je te raconte? Et si je te raconte? Et si je te raconte, le podcast du Centre Pompidou-Metz, qui vous fait pénétrer les coulisses de l'exposition Bonne chance, signée par un duo d'artistes pour le moins atypiques, Elmgreen et Draxet. Wish you good luck in your great task. Le Centre Pompidou-Metz va fermer ses portes dans 30 minutes. Moi, je suis Jeanne Dreyfus, historienne de l'art et journaliste. Et quand le Centre Pompidou-Metz ferme ses portes, je me faufile dans ces espaces pour rencontrer les deux artistes danois et norvégiens qui, à l'occasion de cette carte blanche, ont créé un labyrinthe de décors qui ont tous en commun de nous faire voyager au pays de l'interprétation. Qu'est-ce que tu penses du titre Bonne chance, toi? Alors, buona fortuna, en italien, voilà, c'est un caractère uniquement lié à la superstition. Chiara Parisi, directrice du Centre Pompidou-Metz. C'est vraiment quelque chose lié al fato, au destin. Il y a une interprétation qui est fortement aussi liée à être libre ou pas libre. C'est un mot qu'ils comprennent, c'est un mot qui est vachement catchy. Margot Loras, directrice du studio d'Elmgreen et Draxet. Ils aiment beaucoup le sens de ça, mais aussi beaucoup le son. Je pense que c'est surtout un petit peu bonne chance, dans la partie bonne chance un peu cynique. Pauline Pilar, chef de projet. Tu vas avoir beaucoup d'embûches dans ta vie, donc bon courage pour t'en sortir. Je pense que ça s'adressait directement au monteur. Alexandre Chevalier, régisseur d'espace. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. C'est avec ce talisman que j'entre dans le forum du Centre Pompidou-Metz pendant le montage. Là, je me retrouve nez à nez avec un immeuble à échelle 1, aux airs défraîchis d'Europe de l'Est. Mais pas l'ombre de ses habitants n'est visible. Celui qui parlait des monteurs, c'est Alexandre Chevalier, responsable de la régie d'espace pour l'exposition. Et il m'emmène avec lui sur le sommet de l'immeuble. J'y retrouve là l'équipe, notamment la manageuse du studio d'Elmgreen et Draxet, et les artistes eux-mêmes. Nous sommes au forum du Centre Pompidou-Metz. Ingar Draxet. Et nous sommes à l'intérieur de l'architecture de Shigeru Ban, une architecture fantastique qui ressemble un peu à une sorte de tente géante. On ne sait pas vraiment si on est à l'intérieur ou si c'est toujours l'extérieur. Et nous construisons, un immeuble d'appartement. Cela ressemble un peu à ce qu'on appelle en allemand Plattenbau. Le Plattenbau, c'est les constructions communistes de Berlin-Est. Margot Loras, directrice du studio d'Elmgreen et Draxet. Qu'ils ont dû faire parce que Berlin était complètement détruit. C'est le même système que les vrais buildings. Donc comment est-ce qu'on l'a construit? Tout à l'apparence du béton. Alexandre Chevalier, régisseur d'espace. On est venu parer donc tous ces éléments de décor sur une structure échafaudage. Il n'y a que du faux derrière et tout à l'apparence du béton. C'est un décor comme à l'opéra, quoi. Cette œuvre inaugurale, pur artifice baroque fait pour berner nos sens, avec ce look d'anciens blocs de l'Est, peut s'aborder de multiples façons, comme souvent dans leur travail. Soit exprimer le sentiment d'isolement qu'on ressent, alors même qu'on est entouré par une infinité de gens dans nos métropoles aux allures de termitières grouillantes, ou alors évoquer les vestiges des utopies communistes qui accueillent aujourd'hui de nouvelles souches de population, qui ne composent plus tant cette unité architecturale qu'était le Plattenbau, qu'elle ne constitue un empilement d'unités individuelles et séparées, nous faire prendre la place du voyeur, observant la vie des autres pour mieux comprendre la nôtre. Ou enfin, nous faire comprendre comment, dans notre vie quotidienne, dans la façon dont nous sommes logés, dont notre quotidien passé au travail est organisé, comment nous sommes, d'une certaine façon, dirigés par des autorités dont nous ne connaissons pas le visage. Bonne chance, en anglais, Michael Elmgreen. est basé sur notre intérêt pour les espaces ludifiés comme dans les jeux vidéo. Comment nos espaces, notre vie privée, nos loisirs, notre vie au travail a connu une transformation depuis que les jeux vidéo sont apparus dans les années 80. Ces espaces gamifiés de la vie quotidienne, on les voit dans l'exposition où on se déplace, sans savoir à quoi s'attendre au prochain coin de Simèze. Dans ces lieux qui répliquent ceux de la vie professionnelle, dont l'organisation spatiale, le placement des bureaux, le dessin des couloirs,
ont été pensés par des sociétés comme la compagnie de mobilier du Michigan Herman Miller, qui avec son employé Robert Probst, a inventé en 1964 l'Action Office, qui allait être à l'origine de l'open space qui s'est généralisé dans le monde entier, ou des penseurs du management d'entreprise, comme Peter Drucker, qui a participé à partir des années 50 à définir les nouvelles façons de concevoir les espaces de travail. Tout ça chorégraphie le moindre de nos gestes, le moindre de nos comportements, comme si un script était écrit d'avance par des décideurs dont on ne connaît pas le visage. Ici, nous créons une sorte de thème général. Ingar Draxet. Comme Michael l'a mentionné autour de la gamification de la vie quotidienne et de la façon dont nous sommes peut-être des participants à un jeu que nous ne comprenons parfois même pas. Et c'est de plus en plus le cas au fur et à mesure que les technologies évoluent et que de plus en plus de choses se passent en ligne. Ça, c'est un véritable fil rouge tout au long de l'exposition. Ensuite, nous parcourons ce labyrinthe qui, d'une certaine manière, s'est inspiré des jeux vidéo et de la façon dont nous nous déplaçons souvent dans ces couloirs sans savoir à quoi s'attendre au prochain coin de rue ou ce qui va apparaître. Cette importance du jeu, ici celui des jeux vidéo, là celui des décors de théâtre ou de cinéma, a toujours fait partie de leur travail. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est eux qui avaient signé les pavillons danois et nordiques en 2009 à la Biennale de Venise, avec un décor d'appartement de collectionneurs laissé vide. Et pour cause, le dit collectionneur flottait mort dans sa piscine, face vers la terre, sorte de memento mori à échelle 1 sur fond de marché de l'art. C'est aussi eux qui avaient installé une boutique Prada totalement isolée en plein désert de Marfa au Texas. Comme un ready-made de magasin de luxe posé là, où personne ne pouvait acheter ses biens hors de prix vu qu'on était en plein désert. Et en même temps, on n'est pas beaucoup plus nombreux à pouvoir s'acheter du Prada en plein milieu de la ville, non ? Pour créer le décor de l'exposition au Centre Pompidou-Metz, cela fait longtemps qu'Elmgreen et Draxet travaillent. 3 ans qu'ils discutent régulièrement avec sa directrice, Chiara Parisi, 8 mois qu'ils sont en communication non-stop avec l'équipe de la régie, et 29 ans qu'ils dialoguent tous les deux, jour après jour, depuis qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Ils se sont rencontrés à Copenhague en 95 ou 94. Margot Loras. Dans une boîte de nuit qui s'appelait After Dark. À l'époque, Michael était dans un groupe punk. Il faisait des poèmes. Et Ingar faisait des cours de clown. Et ils s'aiment bien. Ils sont rentrés ensemble et ils se sont rendus compte qu'ils habitaient dans le même immeuble. Je sais plus à quel étage l'un de l'autre, mais bon, dans le même immeuble. I love you. I love you too. Cette histoire d'amour, c'est le terreau de leur relation et de leur collaboration, qu'ils commencent avec des performances, dont l'une consiste à tirer un fil du vêtement que porte l'autre, et ce, jusqu'à la nudité. Mais c'est 4 ans après que tout s'accélère. On est en 1998. Michael et Ingar quittent main dans la main Copenhague pour poser leurs valises de poètes et de comédiens de cirque devenus artistes plasticiens à Berlin, une ville qui, depuis 1989, a changé de visage. Les jeunes Allemands regardent Ihlar, porte de Brandebourg, leurs voisins de Berlin-Est franchir tranquillement le checkpoint Charlie comme une vulgaire frontière régionale. Le mur de Berlin-Est est, ce soir, une masse de béton couverte de graffiti et sur laquelle des milliers de jeunes Berlinois de l'Ouest sont juchés. Depuis 1989, à l'Est surtout, les choses ont vite évolué. La scène underground s'est développée dans les quartiers de Schöneberg et de Kreuzberg. On y ouvre le Kit Kat Club, le Ostgut en 1998, qui va devenir le Berghain, des boîtes de nuit où va émerger la musique électro. La politique de la RDA qui discriminait l'homosexualité en vertu de l'article 175 du Code pénal, partiellement héritier de la législation nazie, s'efface face aux lois plus libérales de l'Ouest. Et dans l'œuvre d'Elmgreen et Draxet, l'homosexualité, c'est un thème qui revient souvent. Comme au sein de l'exposition dans ces lits superposés intitulés Boy Scout, dont le lit du haut, le meilleur, est retourné pour faire face à celui du bas. Ou comme dans une œuvre intitulée Séparés, alors même qu'elle consiste dans l'espace intime des toilettes publiques en 2 éviers dont les tuyaux se rejoignent d'une façon organique et entremêlée.
I love you. Dit l'évier. I love you too. Répond l'évier voisin. Ce qui rend le travail d'Elmgreen et Draxet fascinant, c'est qu'ils cultivent cet espace de doute qui naît de situations assez proches de nous pour être familières et en même temps assez différentes pour être dérangeantes. Un peu comme dans un rêve qu'on pourrait faire mi-endormi, mi-réveillé. Et en vrai, je pense qu'ils exploitent cette part de fiction qui existe dans la réalité même, et tout à la fois la part de réalité qui existe dans la fiction. Et je crois que c'est ça le nerf de l'exposition. Il y a un étrange équilibre entre fiction et réalité. Michael Elmgreen. Cette limite de la conscience, la moitié d'un monde onirique, où la logique a été transformée en quelque chose de différent. Leur travail, il se situe à la croisée du surréalisme et de ce mouvement apparu dans les années 60 appelé critique institutionnelle, qui tente à déceler dans les institutions publiques, alors même que ça voulait rester discret, les jeux de pouvoir économiques, politiques et sociaux qui s'y jouent. Si le surréalisme, c'est comme le disait Frida Kahlo, la surprise magique de trouver un lion dans un placard, là où on était sûr de trouver des chemises, alors clairement, la pratique d'Elmgreen et Draxet se situe dans cette tradition de créer des situations inattendues dans des contextes où on ne pensait pas les voir apparaître. Comme en pleine salle de conférence, avec ce jeune homme déguisé en costume de lapin, allongé et ensommeillé. Rappelons-le, s'il y avait eu un royaume qui se serait appelé Sleepland, où la population et les dirigeants auraient pu cohabiter depuis un état de conscience de rêve, les surréalistes auraient été les premiers candidats à la présidentielle. Welcome in Sleepland. Vous avez cette longue table de conférence où les femmes et les hommes sérieux discutent de l'avenir du monde. Michael Elmgreen. Mais au milieu de la table, vous avez un jeune homme asiatique qui a fait une petite sieste dans son costume de lapin. Comment s'est-il retrouvé là? Peut-être que c'est comme dans la série télévisée Severance, que nous aimons beaucoup. Il s'agit d'une série télévisée sur des personnes qui travaillent dans un endroit où elles ne se souviennent pas de leur travail lorsqu'elles sont à l'extérieur du bâtiment et elles ne se souviennent pas du reste de leur vie lorsqu'elles sont à l'intérieur du bâtiment. Et lorsqu'ils commencent à travailler à cet endroit, après avoir subi une petite opération au cerveau, ils se réveillent sur une table de conférence sans savoir où ils se trouvent. Imaginez un monde où à la maison, vous ne vous souvenez pas de votre journée de travail. Imaginez un monde où au travail, vous ne vous souvenez pas de votre famille. Imaginez un homme dont le bout du bureau est son seul horizon visible. Un monde où la chaise, le crayon, l'ordinateur constituent tous les éléments de la réalité et servent de tuyau d'étranglement à toutes les passions humaines. Alors on n'est plus très loin de l'ouverture de l'exposition, là. Tout le monde gère les derniers détails, les textes muraux, les cartels. Il y a une journaliste qui est venue en preview, qui est en train d'interroger la directrice du centre Pompidou-Metz, Chiara Parisi, et Pauline Pilar, qui est chef de projet. Je vais me rapprocher. L'idée d'un rêve est vraiment de réaliser ces projets d'exposition. Donc c'est la première fois que Centre Pompidou-Metz invite des artistes contemporains à réaliser un solo show dans la Grand Nef. Et eux étaient complètement géniaux en empathie à l'idée de conserver la scénographie existante. Évidemment, elle est changée parce qu'eux sont artistes et scénographes dans le même temps pour l'exposition. Je pense que c'est la première fois qu'on y arrive, dans le sens que vraiment, ils intègrent un dispositif de scénographie. Donc c'est plutôt eux qui se sont adaptés à l'espace qui était disponible. Ils sont venus plusieurs fois, ils ont vraiment habité et les musées, ils ont un échange profond avec les équipes. Ça, c'est vrai, notamment la production, les commissaires, les publics, les chargés de recherche, etc. C'est-à-dire, ils vraiment réfléchissent profondément à l'environnement du musée qu'ils habitent. Pour la Grande Nef, ils ont vraiment beaucoup aimé, en tout cas, parce que c'est vrai que c'est un très haut sous-plafond. Et ils se sont dit que ça allait être parfait, parce que ça allait laisser une lumière... nous, on va mettre vraiment une lumière à 10%. Donc, d'habitude, on est à 100%, et là, ça va être à 10% de lumière. Donc, on joue avec la lumière qui est très haute, et puis de créer une petite atmosphère un petit peu étrange, par exemple.
Oui, je trouve qu'ils ont beaucoup de talent et de présence physique. C'est presque comme des artistes baroques. Vraiment, c'est très physique, il y a beaucoup de clair-obscur et j'aime me perdre vraiment et chercher un peu leurs indices. Alors au sein de ces exosquelettes que sont les décors de nos vies quotidiennes, quelques humains apparaissent, çà et là, solitaires, sous forme de sculptures qui ressemblent à s'y tromper, à des adolescents tirés d'un film de Lars von Trier ou à des cadavres tout droit venus d'un épisode de Twin Peaks. Je sais qu'on a beaucoup de sculptures un petit peu en silicone, très hyper réalistes. Pauline Pilar, chef de projet. Et par exemple pour les enfants ou pour les femmes, ils ont pris des vrais acteurs qu'ils ont moulés pendant parfois plusieurs heures pour avoir ensuite le rendu vraiment direct, qu'ils nous ont d'ailleurs raconté dans le forum. Il y a une petite tête à une des fenêtres qui dépasse, que la personne qui a fait ce moule-là a commencé à stresser au bout d'un moment parce qu'il avait que les narines qui étaient débouchées. Mais ils ont fait ça pour l'enfant aussi. C'est un vrai enfant qui a été moulé, à peu près pour tous les éléments. Donc c'est assez... pas le bébé, hein, je vous rassure, mais... Une des sculptures est particulièrement marquante. C'est celle d'un enfant au tout début du parcours de l'exposition, qu'on voit de l'autre côté de la vitre d'entrée. Et il en est si près que la buée provoquée par son souffle matérialise une page où il écrit, d'un coup de doigt, la lettre I. I en anglais. Je en français. La première figure d'un petit garçon à l'entrée de l'exposition, Michael Elmgreen, écrit la lettre I, je en français, avec son doigt sur la fenêtre, en utilisant son doigt pour écrire cette lettre. Et il recherche sa propre identité par rapport à toutes les personnes qui entourent son identité dans l'exposition et à travers l'environnement qui l'entoure. Comment se définir soi-même par rapport à ce grand univers qui m'entoure? Et c'est un peu le fil conducteur de toute l'exposition. Comment survivre avec nos différentes identités dans un monde où l'on peut si facilement se perdre dans la masse. Comment se définit l'enfant qui écrit la lettre « Je » ? Que pense le jeune équilibriste tombé de son fil de fer avec son t-shirt sur lequel est écrit « What's left » ? Que reste-t-il ? Où sont partis les employés de bureau qui ont déserté l'open space à la lumière rosée, de celles qu'on utilise dans certaines prisons américaines pour calmer les populations carcérales? Et quel est l'avis de ce dormeur en costume de lapin rose, endormi sur une table de conférence? Comment, dans cet univers où nous sommes perdus, tous à notre façon, tenter de trouver une voie qui ne soit pas dictée par les décideurs de tout poil? Il ne s'agit pas d'avoir peur d'être perdu. Michael Elmgreen. Nous sommes tous perdus dans cette société complexe, ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il s'agit de ne pas avoir le sentiment d'être perdu. Il s'agit d'accepter qu'un jour ou l'autre, la confusion, le doute, l'insécurité est en fait plus importante que lorsque nous sommes certains de quelque chose. Place au jeu maintenant. Le jeu de Si vous étiez. Elmgreen et Draxet, si vous étiez une pièce de théâtre, laquelle seriez-vous? Happy Days. Or Beckett. Oh les beaux jours de Beckett. Il serait difficile de dire qui va jouer Winnie. C'est vrai. Tu es blond, donc il faudrait que ce soit toi. Peut-être que je serais plus contemporain et que ce serait un scénario. Paris, Texas, de Wim Wenders. Deuxième question. Si vous étiez un philosophe de l'histoire de la philo, lequel seriez-vous? Tu es danois, donc tu dois dire Kierkegaard. C'est un peu trop moralisateur à mon goût. Eh bien, celui qui nous a peut-être le plus inspiré directement est Foucault. Et il semblait aussi s'amuser un peu dans la vie. Et si vous étiez une peinture?
Le cri de Munch n'est pas un mauvais choix, je pense. Tu le sors hors de toi, tu sors ta frustration. Peut-être la peinture de Christopher Wool. Vend la maison, vend la voiture, vend les enfants. Mais tu n'as jamais eu aucune de ces choses. Dernière question. Si vous aviez dû être réincarné, en quelle personne l'auriez-vous été? J'aimerais vraiment être Ingmar Bergman, qui possède en lui-même toutes les névroses. Ou je serais peut-être un poisson rouge, parce qu'il souffre d'un grand problème de mémoire à court terme. Mais il est toujours content, et le monde est nouveau. Quand j'ai demandé à Almgreen et Draxet de me conseiller un texte, ils ont choisi un poème de l'autrice danoise Inger Christiansen, son titre « It ». Et Michael m'a fait l'honneur de le lire. Un désert peut être si désolé que personne ne croit qu'il existe. Les morts peuvent paraître si morts que personne ne peut voir qu'ils existent. Ils traînent dans le sable, ressemblant à des épaves au creux de la mer. Ils sont là, allongés, et attendent que l'eau vienne et libère son processus. Et puis un homme émerge de la pierre, comme s'il quittait sa réalité pierreuse. Puis il monte sur la scène, modèle de personnalité dédoublée. Et il danse autour de la pierre, et la piétine, souffle après souffle. Et puis il tombe mort sur scène, comme s'il mourait de mort naturelle. Et puis il sort du langage, comme s'il était fait de mots. Puis il revient en tourbillonnant dans le langage, comme s'il était fait de terre. Et puis de son corps, réuni avec les autres corps, il décide d'essayer d'être ce qu'il pourrait être. Et certains deviennent complètement fous, et d'autres commencent à voir. Merci. Alors, je l'ai lu un certain nombre de fois, ce texte, et je suis pas sûre de le comprendre en profondeur. Selon vous, il est à propos de quoi? Lisez-le, jusqu'à ce que vous soyez si épuisé que vos yeux commencent à saigner et qu'il ne vous reste plus qu'une seule larme à donner. L'exposition Bonne Chance est visible au Centre Pompidou-Metz jusqu'au 1er avril 2024. Merci à son équipe, Chiara Parisi, Elsa De Smet, Maxime Chauvelin à la traduction, Pauline Pilar, Alexandre Chevalier et Stéphane Leroy. Et merci au studio d'Almgreen et Draxet. Aux artistes évidemment, Michael et Ingar, et à Margot Loras. Allez, bonne chance pour la suite.